aujourd'hui, je m'exprime un petit peu comme un Français qui a une expérience de terrain, qui a passé beaucoup de temps, qui continue à passer du temps, puisque ça fait maintenant 20 ans, plus de 20 ans, 21 ou 22 ans, que je me rends 3 fois par an à Gaza. Et donc j'ai développé là-bas beaucoup de sympathie, beaucoup d'amitié. Certains sont devenus des amis très proches, je pourrais dire des amis de 20 ans et parfois même davantage. Et donc je ressens peut-être un petit peu différemment ce qui se passe là-bas que le français moyen, je dirais. Et finalement, je me identifie d'une certaine façon aux Palestiniens, car tous les matins, j'allume mon téléphone et je cherche des signes de vie de mes amis les plus proches, comme le font tous les Palestiniens de la diaspora. Et malheureusement, un certain nombre de ces amis sont morts sous les bombardements israéliens, parfois même avec toute leur famille, des collègues médecins, chirurgiens et d'autres encore. Et donc j'éprouve tellement de compassion pour toutes ces personnes, et on en éprouve d'autant plus quand on les connaît personnellement. Je dois dire que je voudrais parler de la situation des Palestiniens de France. Ceux qui vivent ici, ceux qui se sont réfugiés, ceux qui étudient, eh bien je dirais qu'ils vivent une double peine, et ils m'en ont fait énormément ils m'en ont donné beaucoup de témoignages de cette double peine par le traitement catastrophique qui est fait des événements par un certain nombre de politiques, peut-être même la plupart, et par nos médias. Et je dois dire, c'est avec une honte profonde que je les écoute et que j'entends les mots qui sont prononcés. Alors la question qui se pose souvent, que posent souvent les sympathisants à la fin d'une présentation, ou qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien je crois que la première chose à faire, c'est de récupérer la parole dans notre pays. J'étais ces jours-ci en Écosse, et j'ai participé à une manifestation en Écosse de soutien à la Palestine. Et je dois dire qu'il faut voyager, aller traverser simplement la Manche, et vous allez voir la manière dont ça passe. C'est pas comme chez nous, vous voyez. Il y avait à Édimbourg entre 4 et 5 000 personnes, ce qui est énorme pour ce petit pays. L'environnement policier, je dis bien environnement, c'était quelques voitures qui n'étaient même pas des voitures de police, qui n'étaient pas des cars, des fourgons, de simples voitures avec quelques préposés qui étaient armés simplement d'un talkie-walkie. Et quand je leur demandais, je leur faisais la remarque, vous savez, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Et ils me disaient, oui, ici on est very friendly, nous sommes très amicaux avec tous ceux qui manifestent. Donc nous avons des leçons à tirer de ceux qui nous entourent, et vraiment c'est quelque chose qui est frappant. Alors nous devons, notre bataille aujourd'hui, c'est celle de récupérer la parole, et d'avoir le droit d'utiliser les mots exacts, d'avoir le droit de définir les mots que nous utilisons, de faire parler le droit tout simplement. Qui parle du droit en ce moment? Très peu. Le droit, eh bien, c'est le droit pénal international. Il s'agit de crimes de guerre. Les crimes de guerre doivent faire l'objet d'investigations indépendantes, et la seule cour au niveau international et habilitée, c'est évidemment la Cour pénale internationale. Alors, je vous rappelle, vous le savez, mais beaucoup ne le savent pas, et en tout cas les médias ne le proclament certainement pas, eh bien, la plupart des plaintes qui sont parties concernant cette guerre israélo-palestinienne sont parties de la bande de Gaza. Et elles sont parties de la bande de Gaza, non seulement avec le soutien, mais avec la participation totale de l'autorité de Gaza. La première plainte remonte à 2009, elle a abouti avec d'autres plaintes à l'ouverture d'une enquête préliminaire, puis à l'ouverture d'une enquête après 5 ans d'enquête préliminaire. Et donc la Cour pénale internationale est en marche. Elle est en marche, son procureur a changé, Fatou Bensouda avait fait un excellent travail en investiguant, en documentant.
la Palestine, et en particulier les Palestiniens de Gaza et son administration, dans le plus grand secret. Il ne s'agissait pas d'ONG, il s'agissait véritablement de l'État palestinien, celui qui, grâce à l'autorité palestinienne, il faut le dire également, eh bien, cet État palestinien figure au nombre des membres de la Cour pénale internationale, avec tous les droits et tous les devoirs. Il faut rappeler aussi que ce n'est pas la Cour pénale internationale qui détermine les frontières des États. C'est un jury, c'est une cour, et il fallait définir le lieu où l'investigation allait avoir lieu et la temporalité quand. Le lieu a été défini par Fatou Bensouda, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza. La temporalité à partir du 15 juin 2014, c'est-à-dire juste avant la guerre, l'invasion de 2014. Ceci ne présume pas des futures frontières de l'État palestinien, ça a été bien précisé dans le mémoire de Fatou Bensouda, ça a été rappelé par le secrétaire général de l'ONU, et il est bien inscrit dans tous ces textes, et bien que le futur État palestinien sera déterminé, ses frontières seront déterminées après consultation de l'ensemble de la population et avec le respect le plus absolu du droit à l'autodétermination. Donc la Palestine est un État par sa population, elle est à la Cour pénale internationale, et donc c'est l'État palestinien qui plaide pour les Palestiniens à travers ses avocats accrédités à la Cour pénale internationale. Ce ne sont pas les organisations des droits de l'homme qui parfois ne sont pas au point sur la question, je dirais même sur le plan juridique. Il a fallu des années à telle grande organisation pour finalement s'élever contre l'occupation. Jusqu'à une date récente, eh bien, il y a eu des erreurs complètes qui ont été faites sur la question de l'apartheid, par exemple. L'apartheid, c'est quand, sur un même territoire, deux populations clairement ciblées eh bien, sont soumises à des juridictions différentes. Ça, c'est ce qui se passe dans les frontières de 1948, c'est-à-dire sur le territoire de l'État israélien tel qu'on le connaît à peu près avant la guerre de 1967. En aucun cas, ce qui se passe en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est ne peut être considéré comme de l'apartheid puisqu'il s'agit du droit de la guerre. C'est une occupation et là c'est le droit de la guerre. L'occupant n'a pas le droit de juger des combattants, n'a pas le droit de les emprisonner en dehors du territoire de la guerre, du territoire occupé, etc., etc. Autrement dit, il n'est pas question d'apartheid dans le territoire de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza. C'est une zone d'occupation, c'est une zone de guerre, c'est le droit de la guerre qui s'applique, c'est la 3e convention de Genève pour les combattants. Autrement dit, aujourd'hui, l'État palestinien est à la Cour pénale internationale, des étapes essentielles ont été franchies, avec un certain retard, ne revenons pas sur les causes de ce retard, mais c'est lui aujourd'hui qui, à travers ses avocats, eh bien, est partie prenante à 100% au niveau de la Cour pénale internationale. Et il faut rappeler que la bande de Gaza est administrée depuis 2007 par un parti politique qui s'appelle le Hamas. Alors le Hamas est encore un mot qui est criminalisé en France, selon une circulaire récente du ministre de la Justice. Ce qu'il faut comprendre, et nous devons le plaider, c'est que la référence d'un certain nombre de pays tout à fait démocratiques n'est pas la référence de type occidental. Si vous êtes aujourd'hui japonais, vous avez des racines, une philosophie, une culture, une religion, que sais-je, qui constitue votre socle. Mais ça n'est pas incompatible avec une démocratie parlementaire, des élections libres, un pouvoir, une opposition, une alternance du pouvoir. Si vous êtes en Inde, eh bien vous n'avez pas les mêmes racines, les mêmes sources, les mêmes convictions, la même philosophie qu'un occidental. Aujourd'hui, pour une bonne partie du monde et pour 2 milliards d'habitants, la référence c'est l'islam. La référence c'est l'islam. Et même pour les chrétiens qui vivent dans ces périodes, dans ces territoires, la référence est l'islam. C'est ce que disait Michel Aflaq, qui était un chrétien laïque qui vivait en Syrie. Autrement dit, il faut accepter l'islam politique.
l'islamisme, c'est l'islam politique. C'est de dire nos références, nos bases, notre philosophie, nos racines se trouvent dans l'islam. Mais ceci n'est pas évidemment incompatible avec la démocratie, l'alternance politique. Alors finalement, cette position, l'existence de l'islamisme, qui n'est pas une injure, mais qui veut dire islam politique, eh bien, elle remonte à longtemps, et elle remonte à loin. Et elle remonte à un mot, à un nom qu'il est pratiquement interdit de prononcer en France, qui est celui des frères musulmans. Alors, je pense qu'il faudrait faire de la pédagogie sur ces frères musulmans. Il faudrait lire peut-être les textes originaux de Hassan el-Banna. Que nous dit Hassan el-Banna? Qu'écrit-il? Il dit, si la politique ne doit pas s'intéresser à la politique, si l'islam ne doit pas s'intéresser à l'économie, si l'islam ne doit pas s'intéresser à l'éducation, si l'islam ne doit pas s'intéresser à la famille, alors ce ne sont que des courbettes, ce ne sont que des prosternations. Il faut comprendre qu'avant de mettre son bulletin dans l'urne, une personne qui a une personnalité, une dignité, une origine, eh bien, a un certain nombre de valeurs, et ces valeurs ne sont évidemment pas incompatibles avec la démocratie. Et les historiens, les bons, les vrais, eh bien, nous décrivent très clairement que le mouvement des frères musulmans est né en lutte contre un pouvoir oppresseur, colonialiste, et que régulièrement, au cours de l'histoire, il s'est élevé contre les dictatures. Et ce sont les dictatures successives qui ont réduit l'espace des frères musulmans, qui les ont contraints à la clandestinité, et ceci jusqu'aujourd'hui. Autrement dit, le Hamas, qui a remporté les élections de 2006, c'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique qui représente, en gros, la moitié de la population. Est-ce que véritablement on va pouvoir écarter, pour construire l'avenir de la Palestine, un mouvement qui représente la moitié de la population? La réponse est évidemment non. La paix ne se fera qu'avec l'assentiment, la volonté, le cœur de la population. Autrement dit, il n'y aura pas de traité de paix, il n'y aura pas de paix tant que les Palestiniens n'auront pas été consultés. Donc, l'un des scénarios les pires que l'on pourrait imaginer, eh bien, serait un écrasement de cette bande de Gaza, une espèce d'extermination qui a déjà commencé d'ailleurs d'une partie de la population, et une espèce de retour à la situation antérieure, avec toujours un couvercle qui est posé sur ces personnes et qui un jour ou l'autre explosera comme il a explosé au cours du mois passé. Donc le Hamas est un mouvement politique. Le Hamas a supprimé pratiquement sa charte de 1968, et je connais très bien l'histoire de la charte de 1968, je connais même la personne qui l'a écrite, et je sais très bien qu'immédiatement, il a été critiqué et tout le monde s'est dit qu'est-ce qu'on va en faire? Mais il n'a jamais rien voulu entendre, m'a-t-on raconté, et c'était aussi l'un des plus vieux compagnons du cheikh Yassine, à une époque où l'islam politique, eh bien, en Palestine, et notamment à Gaza, représentait quelques personnes. Voyez. Donc on ne condamne pas un vieux compagnon, d'autant plus que c'était le doyen des élus de l'Assemblée législative. Et donc, et c'est une très grosse fausse politique, cette charte n'a été rendue caduque qu'en 2017. Beaucoup de temps a été perdu, mais toute référence à la charte ancienne devrait être abandonnée, car la charte de 2017 est lisible, et tous ces propos totalement intolérables ont été expulsés. Autrement dit, il faut faire avec le Hamas, et la meilleure façon de faire avec le Hamas, eh bien, c'est de décréter des élections générales, de façon que les forces politiques réelles eh bien, émergent. Le Hamas a fait de pragmatisme, il a récusé les accords d'Oslo, mais d'une certaine façon, il en a accepté une partie, puisqu'il a participé aux élections de 2006 qu'il a remportées avec la majorité absolue. Quel est le programme du Hamas? On s'interroge beaucoup sur le programme israélien, sans avoir beaucoup de réponses actuellement.
Le programme du Hamas, on ne se pose pas la question et pourtant il est clair. C'est le même depuis des décennies et depuis les années 95 en gros. Le Hamas réclame la création d'un État palestinien, la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de 67, à condition de l'évacuation de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et de Gaza, la levée du siège de Gaza. Il réclame cette évacuation sans condition, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la négocier, il s'agit simplement de l'organiser. Et dans le même temps, la pression étant tombée, une trêve de longue durée sera déclarée, et j'ai connu les plus hauts responsables du Hamas. Je les ai entendus parler de 10 ans, 15 ans et même 25 ans. Il est clair qu'après tous les massacres qui ont eu lieu, et depuis des années, la paix, c'est-à-dire la paix du cœur, la paix des esprits, n'est pas possible. Aucun accord de paix réel sera signé entre les protagonistes. Il sera peut-être signé entre des intervenants extérieurs ou des personnes qui ne sont pas représentatives de la population palestinienne, mais la paix n'est pas pour demain. Par contre, après une génération de trêve, d'une véritable trêve totale, complète, des liens se seront créés, et à ce moment-là, comme l'a écrit Fatou Bensouda, eh bien, l'adhésion par l'autodétermination, l'adhésion de la population à un seul État ou la persistance de deux États qui laisserait persister d'ailleurs cette situation d'apartheid qui est intolérable dans le territoire de 48, eh bien l'avenir reste ouvert. Donc cette position du Hamas, qui n'a pas démenti depuis des dizaines d'années, c'est l'évacuation immédiate des territoires occupés et la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de 67. Il faut que cela se sache.